BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Deux de nos experts sont en plateau pour vous servir. Christian Fontaine, bonjour. Bonjour messieurs. Pour le revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci à tous les deux d'être venus nous rejoindre. On va parler des règles de base pour bien investir, pour trouver son chemin dans l'investissement. Comment est-ce que vous abordez finalement cette séquence conseil, Christian? Dans l'investissement plaisir, donc pas dans n'importe quel investissement. L'idée est aujourd'hui d'allier, si vous voulez, à la fois le hobby et puis un gain potentiel. Alors, c'est de l'été, cette saison. Et puis d'autant plus parce que c'est vrai que les placements traditionnels, les placements financiers, il y a un manque de confiance depuis une dizaine d'années, depuis 2007-2008. Et c'est vrai que remarque-t-on en parallèle, c'est la flambée de tous les placements dits réels. Alors ça va des montres, aux objets d'art, aux voitures de collection, aux diamants d'investissement. Quelques exemples de transactions records dans ce domaine. Est-ce que vous connaissez, messieurs, le prix de la voiture la plus chère? Celle de Stéphane à tous les coups. Parce que... Celle de Stéphane? Je roule en scooter, moi. Alors, heureux homme, puisqu'il aurait vendu ou acheté sa voiture 32 millions d'euros. Il s'agit d'une Ferrari, tout de même. C'était en 2016. Le diamant le plus cher du monde. C'est encore plus impressionnant. Celui de la femme de Stéphane. Voilà. Celui de la femme de Stéphane. C'est encore une double raison, un heureux homme. 62 millions d'euros. 450. Et alors, d'accord. Et alors, voilà le tableau que notre cher ami Stéphane Van Nuffel a dans son salon. Bien sûr, tout ça entre guillemets. 450 millions, bien sûr, c'est le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. On en a beaucoup parlé à l'époque. Tout ça. Mais c'est dans le salon de sa résidence secondaire. Voilà, c'est ça. C'est encore. Alors, qu'a-t-il chez lui? Alors, on posait la question. On lui laisse la réponse. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'argent sur les placements plaisir. Donc, forcément, il y a des aigrefins. Donc, forcément, il faut prendre des précautions. Bien sûr. Alors, dans ce sens-là, moi, je vous donnerai juste... L'inventaire de ce que vous avez chez vous? Alors, d'abord, non, parce que c'est déjà fait. Et je vous remercie, parce que jusque-là, moi, j'étais passé au travers de l'ISF et de l'IFI, mais non, c'est fait. Non, blague à part, 5 points très importants quand on fait de l'investissement plaisir. Et on échange sur ce sujet et on le rappelle souvent à nos clients. Oui, parce que le goût est là d'avoir quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut voir. C'est pas un code sur un écran ou sur un relevé. Tout à fait. De toute façon, l'investissement tangible et palpable, qu'il soit de l'immobilier ou de l'investissement plaisir, à partir du moment où on touche quelque chose, on a déjà une garantie de plus que lorsque c'est un papier. C'est un point de vue qui est personnel, mais qu'on partage tous chez Net Investissement. Et je pense que personne ne peut dire le contraire. Maintenant, quand on touche au plaisir, à ces placements atypiques dans lesquels on va mettre ce qu'on appelle de l'affectif. Attention, l'affectif, c'est pas la couleur, le goût, etc. C'est juste ça va nous plaire. Donc forcément, on va faire des erreurs parfois qui sont dues à l'excitation et à l'envie d'avoir cet objet ou ce placement. C'est mon cas, par exemple, pour cette fameuse Ferrari, etc. Vous imaginez bien. On voit, hein. D'abord, la première chose, c'est très important. Achetez quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est-à-dire, pas pour montrer, pas pour apparaître, etc., etc. Donc, vraiment quelque chose dans lequel vous avez une appétence, parce qu'au pire, si jamais ce placement n'était pas le meilleur placement du siècle, au moins ça vous plairait de le garder, de le voir, de le goûter, au moins de le plaisir. Exactement. Ça induit quand même la deuxième chose, puisque vous aimez, théoriquement, c'est que vous vous connaissez un peu vous-même, même s'il y a un débat philosophique à avoir là-dessus, mais connaissez bien le marché sur lequel vous allez vous pencher. Ne devenez pas un expert, c'est compliqué, mais n'hésitez pas à creuser avant de vous lancer. Alors attention, là on touche à la première barrière de l'investissement affectif, ne tombez pas dans le piège du grand coup de cœur. Troisième point très important, assurez-vous de la traçabilité de ce que vous achetez. Et il y a certains sujets dont Christian va parler, comme le vin par exemple, où c'est primordial. Alors les diamants, j'en parle même pas, parce que très peu de gens autour de cette table, je pense, sont capables de reconnaître un diamant pur à l'œil nu. Donc la traçabilité est extrêmement importante. Et si vous avez un doute, alors quatrième point, il n'y a plus de doute. Donc si vous avez un doute, pas de doute, vous n'y allez pas. Et le dernier point, sans doute le plus important, c'est un point de vue que nous défendons et que je défends à titre personnel également dans mes petits choix personnels d'investissement affectif. Loin de la Ferrari, rassurez-vous mon cher Cédric, encore plus loin du diamant. Un bon placement affectif, un bon placement dans l'art, un bon placement dans le vin, un bon placement dans les montres, dans les voitures de collection, part sur des objets dits d'exception. Il n'y a donc pas de prix à la casse sur des produits d'exception. Vous ne ferez que très rarement des bons coups ou des bonnes affaires sur des produits classés, reconnus ou qui ont une cote.
On précise que la question du doute, il faut l'avoir sur tous les produits. Hein. De toute façon. Y compris un produit financier super bien connu, machin, etc. Si vous ne comprenez pas la formule d'un fonds, il ne faut pas y aller. Doute clairement. sur le produit, mais doute aussi, bien sûr, sur l'intermédiaire qui vous vend ce produit. Voilà. Il faut s'assurer qu'il a une véritable expérience et surtout un historique des références à vous présenter. Attention en particulier à toutes les propositions commerciales qui sont faites à partir de l'étranger. Il faut savoir qu'à partir de l'étranger, souvent les réglementations qui protègent les épargnants français sont moins strictes. Donc, prudence avec ce type de proposition. Il est important aussi, vous parliez de vin tout à l'heure, et sans mauvais jeu de mots, de s'interroger dès le départ sur la liquidité du placement. À savoir, c'est très facile d'acheter une montre de collection, c'est très facile d'acheter une bonne bouteille, c'est très facile d'acheter une œuvre d'art. Ensuite, si à un moment donné vous voulez le revendre, c'est tout le problème de la liquidité, et là ça peut être beaucoup plus compliqué. Enfin, et parce que c'est vrai que ça a fait la une de l'actualité il y a quelque temps, il faut se méfier, je dirais, des promesses mirifiques. Vous vous souvenez de la société Aristophil, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire, qui faisait miroiter 7 ou 8% de rendement annuel en vendant des lots de manuscrits. Et là, on sur est dans du tangible, sur du concret. Des lots de manuscrits. Ils n'étaient pas forcément livrés, ils pouvaient être gardés par Aristophil. Au moins, ils existaient. Par la société. Ils gardaient, tout à fait. Ils existent. Petite précision, mon cher Cédric, on est typiquement dans le genre de choses sur lesquelles il faut s'intéresser. Aristophil, il y avait double problème. C'était palpable, oui, mais vous n'étiez pas forcément un spécialiste des photographies classées ou des autographes de Napoléon. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'étais pas. Et la deuxième chose qui était un peu plus compliquée, c'est là où il fallait creuser. Et on est exactement dans le propos de Christian. C'est que c'était de la copropriété. Vous n'étiez pas forcément seul propriétaire de l'œuvre que vous avez. Donc il y a un problème, c'est que si pour X raison on revient sur le point numéro 1 que je répète, si jamais ça se passe mal et que vous n'avez pas le retour sur investissement que vous espérez et que vous voulez juste profiter de votre investissement et le récupérer chez vous, mais que vous êtes 15 sur un autographe de Saint-Exupéry, qui va le garder? Vous voulez dire que les manuscrits, c'est un placement papier? Ça peut être considéré comme un placement papier. Oui, sans jeu de mots. On est d'accord. Mais je vois que c'est sur une grosse matinée avec grosse forme aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir ce genre de réflexe parce qu'on est typiquement dans le genre d'erreur qu'on peut faire si on ne creuse pas avec des points importants. Liquidité, Christian, très juste. N'oubliez pas les deux bases, parce que je sais que Cédric, ça vous tient à cœur. Les performances passées ne présentent pas des performances futures. Donc attention, même si les montres, les voitures ont pu faire des choses exceptionnelles, les vins, j'en parle pas, attention que ça n'est pas garanti plus qu'autre chose. Et c'est pas parce que c'est tangible et palpable que ça va le faire pour toujours. Et deuxième chose, il n'y a aussi aucune garantie en capital sur un objet de ce type. Oui, mais la question qu'on peut se poser, vous le disiez, un objet d'une grande valeur, on n'obtiendra pas de super décote dessus, très bien, mais on peut aussi se dire qu'il y a quelques dizaines d'années, certains objets n'étaient pas considérés de grande valeur et puis ils le sont devenus. Et donc l'idée, oui Christian, et l'idée c'est de faire aujourd'hui un pari en se disant que tel artiste, qui aujourd'hui n'a pas grande valeur, eh bien il va sublimer, il va. Alors ça serait bien, tout le monde. On aimerait bien, malheureusement, lorsqu'on regarde l'évolution du prix au sein des grandes classes d'actifs, que remarque-t-on? C'est que depuis 10 ans, c'est comme ça. Ce qui était cher est aujourd'hui encore plus cher. Et ce qui n'avait peu de valeur il y a 15 ou 20 ans, aujourd'hui a encore peu de valeur. Vous voulez dire que les gravures Ikea de Guillaume n'ont aucune chance de prendre de la valeur? Et Guillaume, c'est à part, c'est un artiste, il a une vie publique. Là, la cote commence à grimper. Mais là, c'est parce qu'il les possède, c'est pour ça. Voilà. Mais si on parle par exemple du vin, on regarde les vignes AOP, si vous voulez, c'est une progression de 400-500% pour le Saint-Julien, le Pomerol, etc. en 20 ans, alors que le vin de village, les vignes correspondant à du vin de village, non, c'est du progression de quelques 10% en 20 ans. Donc malheureusement, si vous voulez, le mythe de la grange... Il y a peu de nouveaux entrants, en fait, vous le dites aussi. Il y a relativement peu de nouveaux entrants. Il y en a forcément toujours, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de liquidité. Si vous voulez, si vous misez sur une bouteille, je dirais, moyenne, pour le jour où il faudra la revendre, ça sera quand même difficile, tandis que si vous êtes acheté, même sans la jusqu'à du Mouton Rothschild, mais sur du Giscourt, du Lagrange, du Homard Buzet, ce sera plus facile pour le revendre d'ici 5 ou 10 ans. Moi, j'ai une petite anecdote, si vous me permettez une minute. J'ai un ami, et j'en ai souvent parlé, qui s'appelle Philippe Chancty, qui est artiste photographe. Moi, je l'ai toujours suivi par goût pur. Et mes associés m'ont offert il y a quelques années une photo de ce garçon que j'adore pour des questions d'esthétique pure et qu'il a, dans le cadre d'une association qui s'appelle Smile Train, a fait une vente aux enchères chez Cornette de Saint-Cyr. Et il a eu pour la première fois sur une de ses photos une cote officielle puisqu'elle est partie aux enchères à 100% de plus que la mise à prix au départ, commence à représenter un coût et à une valeur importante. Forcément, mon plaisir, moi, vient de se transformer, mais de façon totalement aléatoire. Fortuite. Fortuite. Alors fortuite, non, parce que moi, j'y croyais, et qu'on est sur de l'art. Et l'art contemporain est sans doute, pour aller dans le sens de Guillaume, le dernier bastion
éventuellement de pépites qui pourraient aujourd'hui ne rien valoir et valoir une fortune demain. On prend l'exemple des dernières grandes ventes sur Jean-Michel Basquiat, qui est un artiste américain des années 80, qui au départ donnait des trucs pour finir ses soirées comme il pouvait au niveau alcool et drogue, et qui s'est vendu dernièrement à plus de 100 millions d'euros. Donc on est vraiment encore sur un secteur très particulier. Moi, personnellement, sur cette œuvre de Philippe Chanty, peut-être que je vais faire un coup financier. Pour l'instant, j'ai absolument pas du tout prévu de la vendre. Mais je pense que c'est dernier bastion. Sur le vin, les grandes marques, c'est réglé. Oui, mais c'est quand même important de faire passer le message qu'on peut investir dans les placements plaisir sans pour autant avoir besoin d'être multimillionnaire. Ah, bien sûr. Vous preniez un exemple dans l'art, on peut en prendre un autre dans le vin, par exemple. Un vin, c'est l'époque. Aujourd'hui, on peut acheter ce qu'on appelle du vin en primeur, des Bordeaux en primeur. Si on achète le millésime 2017, alors que le vin n'est pas encore en bouteille et il sera livré dans 2 ans. 2 exemples, on peut encore réaliser de bonnes opérations en achetant des vins en primeur. Ceux qui ont eu la chance d'acheter par exemple du Château au Marbuzet, millésime 2010 en 2011, chez un caviste, en l'occurrence c'était Nicolas, à l'époque la bouteille elle valait 35,5 €. Aujourd'hui vous allez sur internet, le site Millésima par exemple, pour ne pas le citer, la même bouteille qui avait été achetée 35,5 € en 2011, aujourd'hui elle vaut quand même 55,83, soit une hausse de 57%. Autre exemple, on peut faire des bonnes affaires avec quelques dizaines d'euros en investissant dans les placements au plaisir. Un pommard premier cru, Clos des Épeneaux, Château de Meursault, vendu millésime 2010, vendu en 2011 en primeur aussi 35,5 €. Aujourd'hui, il vaut 69,9 € chez vinatis.com, donc sur Internet, soit plus 97%. Donc on peut faire de bonnes affaires dans le vin. À condition de ne pas les avoir bu. Ah voilà, bon, la relance était facile, j'allais rebondir là-dessus, mais coupez la parole. Difficilement compréhensible pour un Bourgogne, mais enfin ça c'est le Bordelais qui vous dit ça, mais enfin ça c'est un sujet. Avec Cédric, tout placement est liquide. Non mais vous savez que ce que vient de dire Cédric est un raisonnement que j'ai eu d'un client. Il y a plusieurs années, un client m'a dit, moi au moins le vin, quand j'investis dans le vin, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si tout part au pire, je pourrais le boire. Avec du vin, au moins je pourrais avec l'avoir en modération, famille. bien sûr. Avec modération. Alors si c'est du Bordeaux, non, c'est très bien que c'est un médicament. ça donne Stéphane dans du fait. Voilà, vous avez tout compris. Oui, mais enfin bon, Ferrari avec des diamants à 62 millions d'euros, on s'en sort pas trop mal finalement. Non, mais le vin est un bon exemple de placement plaisir. D'abord, on est en France et le vin, ça fait quand même partie de notre patrimoine commun à tous. On peut investir par l'intermédiaire de groupements fonciers viticoles. Ça, c'est le cran du dessus, si vous voulez mettre 5, 10, 15 000, 20 000 euros. Ça permet de défiscaliser comme la forêt ou pas tant que ça? Alors, c'est plus un placement plaisir et moins défiscalisant, mais vous avez raison. Par exemple, pour l'IFI, il y a un abattement de 50% jusqu'à 75% jusqu'à 100 000 € et 50% au-delà. Et c'est vrai que vous avez des avantages également en termes de droits de succession et de transmission, mais c'est avant tout un placement plaisir. Vous allez vous associer avec une dizaine de particuliers. Une fois par an, vous allez vous retrouver. Voilà, une fois par an. C'est bien organisé. C'est pas oui, les réunions sont moins fréquentes, mais une fois par an, vous allez vous retrouver sur la propriété. Il va y avoir une AG. Vous allez partager un moment convivial entre amis, entre associés, et puis vous allez repartir avec vos dividendes en mission placement qui correspondra à 1-2% du prix des parts, sous forme de caisses de vin que vous aurez le plaisir de mettre des belles caisses en bois que vous aurez le plaisir de mettre dans le coffre de votre voiture. Voilà, on est parfaitement sur cette cible du placement plaisir. Bon. Sur les voitures de collection, ça permettait d'échapper à l'ISF. Maintenant qu'il n'y a plus d'ISF, ça n'a plus aucun intérêt à part le plaisir, les voitures de collection. Le plaisir, c'est déjà beaucoup. Le plaisir de rouler, puis le plaisir d'avoir un actif quand même. L'évolution de la cote des voitures de collection, franchement, elle est impressionnante. C'est quelques 400% en 10 ans, plus 18% par an. Donc, et toutes les voitures ne perdent pas. Vous savez, aujourd'hui, samedi dernier, il y a 2 grands événements en France pour la vente des voitures de collection. Vous avez une grande vente organisée au Mans de Rétromobile, puis une grande vente qui a été organisée samedi dernier au Mans, dans le cadre du Mans classique, une vente organisée par Arcurial. C'est vrai qu'il y a une Ferrari de mémoire qui est partie à 5,4 millions d'euros, mais vous avez aussi une Ferrari Modena de 2004 qui est partie à 52 000 €. Bon, alors 52 000 €, ça reste très cher pour un investissement plaisir, il faut se le permettre, mais c'est quand même pas des millions d'euros. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphane Van Nuffel, Christian Fontaine. Vous revenez tous les deux tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs. Pour l'heure, pour nous écrire, intégrale, placement au pluriel, bfmbusiness.fr.